Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Capsules de l'Histoire. Aujourd'hui, un nouvel épisode s'offre à vous, c'est l'interview de Joël Ruiz. Bonjour Joël. Bonjour Pierre. Alors nous nous connaissons à travers la Reconstitution. Nous nous sommes rencontrés à Sully-sur-Loire qui est un grand événement dans l'année où plusieurs époques se rencontrent. Je suis allé à ta rencontre parce que c'était très original. Je n'avais jamais vu ça encore en reconstitution en France. C'est la reconstitution de la guerre d'Espagne. Non pas la guerre de péninsule avec sous Napoléon Ier, mais on parle de la guerre d'Espagne de 36 à 39, une période qui est souvent connue, mais parfois mal connue. Et on va aller aujourd'hui à la rencontre de ton histoire familiale, une histoire passionnante que vous allez découvrir à travers cet ouvrage que je vous recommande, c'est Des anarchistes face au franquisme. C'est un ouvrage qui raconte vraiment l'histoire de ton papa. On va aller à sa rencontre à travers les questions que je vais te poser. C'est de voir comment s'est déroulée dans les grandes lignes la guerre d'Espagne et ce qu'il a vécu lui dans le camp républicain. C'est vrai qu'on a tendance à parler beaucoup du camp de Franco, des nationalistes, Ce sont ceux qui ont gagné la fameuse guerre d'Espagne jusque dans les années 70 et plus. Mais là, on va aller dans le camp inverse, le camp de la démocratie, si on peut dire ça comme ça, où les républicains rassemblaient de nombreuses troupes, notamment des Français, des volontaires soviétiques. Voilà. Avant toute chose, avant qu'on commence à parler un peu de cette histoire familiale, je voudrais que tu puisses te présenter succinctement aux personnes, aux auditeurs et auditrices qui vont t'écouter. Qui es-tu, Joël, au final ? Alors, moi, en fait, au départ, je fais une formation de juriste en droit du travail. J'ai toujours travaillé dans le secteur des politiques d'emploi et de formation. Mais par cette histoire dont on va parler, j'ai mis le doigt dans la reconstitution historique. Et maintenant, je suis président d'une association de reconstitution historique française qui s'appelle Le Brigadiste. Et effectivement, à ce titre, je participe à des événements. J'ai aussi été amené à intervenir sur des événements publics autour du rôle des Espagnols dans la résistance, comme du rôle des Espagnols et des Français dans cette guerre d'Espagne. En résumé, très brièvement, qui je suis. Donc nous allons parler lors de cette interview de cet ouvrage que vous pouvez acheter facilement sur internet qui décrit un peu l'histoire de ton papa mais plus précisément la période tragique qu'il a vécue durant la guerre d'Espagne et ce qui s'en est suivi après lors de son arrivée en France et jusqu'au retour des exilés aussi des républicains. Ce livre est vraiment pour moi un véritable témoignage unique qui montre encore aujourd'hui que chaque famille, notamment les familles des Espagnols, sont touchées par cette période dramatique. Chaque famille a eu dans les parents, les grands-parents, des gens qui se sont battus, mais entre eux, c'était vraiment une guerre civile, c'est pas une guerre entre États, même si on va voir que c'était quand même un peu une guerre internationale. On va voir ça dans un instant. Mais comment, Joël, es-tu arrivé à la rédaction de son livre ? Il faut savoir que toute cette histoire, pour l'essentiel, ce sont des secrets de famille. On n'en parlait pas. De temps en temps, des bribes, mais globalement, on n'en parlait pas. Mes parents m'ont eu très tard. Ma mère pensait ne plus pouvoir avoir d'enfants. Mon père était très âgé. Donc j'ai un grand écart d'âge avec mon père, en fait. Et c'était déjà des gens déjà bien avancés en âge. Pour eux, c'était aussi de l'histoire ancienne. Et puis, ils avaient tourné la page de tous ces épisodes-là. Et donc, la difficulté que j'ai eue pour écrire ce livre, c'est que tous ces secrets de famille, il a fallu les exhumer. Et certains croustillants. Et donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, en fait, mon père a commencé à parler à la fin de sa vie, par bribes, par petits morceaux, de telle ou telle anecdote. C'est quand il est décédé que, là, il y a eu un premier choc. Et je pense que c'est au décès de ma mère beaucoup plus tard, en 2019, que je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. On a eu une réunion d'ailleurs avec mes neveux, cousins à la maison, et ils m'ont dit « Tonton, c'est pas possible, il faut raconter tout ça ». Et à partir de là, j'ai agrégé tous les éléments, j'ai fait beaucoup de recherches documentaires, et ça a donné ce résultat. Est-ce que, avant que tu t'engages dans cette rédaction, est-ce que tu avais déjà des notions, une facilité avec la guerre d'Espagne ? Est-ce que ta famille déjà était un peu... tu baignais déjà dans cette énergie un peu ou pas ? Alors, quand j'avais 20 ans,
mon père nous a amené à un endroit singulier. C'est en Aragon, un village qui a été laissé en l'état, qui s'appelle Belchite. Il y a le nouveau Belchite à côté, qui a été reconstruit, mais là il a été laissé en l'état, démoli. Et on s'est baladé au milieu de ces ruines. C'était étrange. Mais je ne savais pas qu'il avait combattu à cet endroit-là. Il ne nous l'a pas dit. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments comme ça où tout d'un coup on plongeait dans son histoire, sans savoir ni pourquoi ni comment. De même qu'à 18 ans, je pars en Scandinavie, sac à dos avec des copains, et tout d'un coup mon père me dit « Tiens, va avoir un pote ». Comment mon père pouvait-il avoir un pote à Stockholm, en Suède? Et j'arrive là-bas et je rencontre son pote, on passe une heure ensemble, monsieur de l'âge de mon père, avec un enfant jeune, et qui est surnommé El Pelao, en espagnol, quelqu'un de bien coiffé. Jamais mon père m'a dit d'où est-ce qu'il le connaissait, quelle était son histoire, et qu'est-ce qu'il fichait là-bas. En réalité, cet homme avait été condamné à la peine de mort en France pour avoir fait une attaque à main armée, d'un fourgon postal, d'avoir tué 2 policiers avec d'autres, et en fait sa peine a été commuée en exil à vie, et il a fait sa vie en fait là-bas. Jamais j'ai su que cet homme que je rencontrais, avait été un copain de mon père, qui avait fait aussi la guerre, et que c'était de ces hommes perdus après toutes ces guerres. Voilà, c'est donc des morceaux avec un fort sentiment familial, tout ça, caché, on ne dit pas les choses. Je pense qu'au décès de mon père, j'ai commencé la recherche. J'ai fait beaucoup parler ma mère, enfin j'ai essayé, parce qu'elle ne voulait pas en parler. Et au décès de ma mère, là, je pense que ça m'a libéré en quelque sorte. Ils n'étaient plus là et je pense que c'était le temps de pouvoir en faire quelque chose, en faire un livre. Voilà. Très bien. Alors on va parler donc de cette guerre civile espagnole. Pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas très bien cette période de l'histoire, sombre pour l'Espagne, mais tellement symbolique dans le début, on va dire, des hostilités en Europe, peux-tu nous parler de cette guerre civile espagnole ou plutôt cette guerre internationale espagnole ? Alors en fait, la guerre d'Espagne, elle est moins connue parce qu'elle va être éclipsée ensuite par la déflagration de la Seconde Guerre mondiale. En réalité, c'est un prélude. Et les horreurs de la guerre d'Espagne annoncent les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais à l'époque, on ne le savait pas. En France, on essayait désespérément de maintenir la paix, au point d'aller jusqu'à de la compromission avec les accords de Munich. La Première Guerre mondiale n'était pas si loin. Et parce qu'on avait peur de renouveler la guerre, finalement on se l'est pris et dans des conditions absolument terribles. La guerre d'Espagne commence par un coup d'État, une tentative de coup d'État, un putsch de généraux factieux contre le régime élu démocratiquement de la République espagnole. Il faut savoir qu'en février, le bloc des gauches gagne. C'est un front populaire, comme en France d'ailleurs à l'époque, on aura aussi la même chose. Et au bout de quelques mois, un groupe de généraux décide que c'est plus possible et qu'il faut cesser tout cela. Et donc ils tentent un coup d'État. Dans les principales villes espagnoles, l'objectif était de prendre l'ensemble des centres névralgiques et de faire le ménage, comme il disait. Il s'avère que ce coup d'État a en grande partie foiré, si vous me permettez l'image. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas réussi. Dans la plupart des grandes villes espagnoles, que ce soit Valence, que ce soit la capitale Madrid, que ce soit la deuxième grande ville d'Espagne, Barcelone, que ce soit au Pays Basque, que ce soit en Andalousie, Malaga, ils n'ont pas réussi. Bon, ils ont réussi à quelques endroits, effectivement, Séville, dans le nord de l'Espagne, mais pour l'essentiel, ils ont raté. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il y a eu les militaires ont commencé à vouloir sortir des casernes et prendre les points névralgiques, il y a eu un appel aux armes de tous ceux qui soutenaient la République, principalement les syndicats et les citadins, qui se sont affrontés avec les militaires, et dans la plupart des cas, ils ont gagné, récupéré les armes, et ont fait que l'insurrection a été étouffée dans l'œuf, mais pas dans un gros tiers de l'Espagne, et en particulier en Afrique du Nord, où il y avait une armée de métier, avec les légionnaires espagnols, les troupes mercenaires marocaines, commandées par Francisco Franco,
Et c'était la seule armée véritablement avec l'expérience de combat en Espagne à l'époque. Et avec le soutien, car le coup d'État avait été préparé avec le soutien de Mussolini et d'Hitler, Hitler monte un pont aérien, qui est le premier pont aérien de l'Espagne, avec des Junkers, vous savez, ces fameux trimoteurs. Et le pont aérien permet de transporter toute l'armée d'Afrique sur le sol continental en Espagne. Il faut savoir que les bateaux, la marine espagnole était restée loyaliste et donc barrait la possibilité de passer en bateau le détroit de Gibraltar. Ils sont passés en avion. L'armée d'Afrique s'installe et là, elle fonce en direction de Madrid, si je puis dire, mais en utilisant les méthodes de la répression qui avaient fait leur expérience terrible pendant la guerre du Rif en 1924-26, ils vont exterminer les opposants en montant, tout doucement, progressivement. Donc ça va être des atrocités, qui vont s'enchaîner à des atrocités, jusqu'à arriver aux environs de Madrid. Mais le temps qu'ils montent, que l'armée d'Afrique arrive aux portes de Madrid, l'objectif était de prendre la capitale et de prendre en fait le gouvernement. Il y a une mobilisation générale en faveur du gouvernement de la République, en faveur du Front populaire. Et là, la guerre tout de suite prend un autre tournant. Vous l'avez compris dès le début, si c'est une guerre civile, c'est aussi une guerre soutenue par les puissances étrangères. En l'occurrence, Franco est soutenu par les puissances fascistes. Et la République espagnole, elle aurait dû être soutenue par les démocraties, mais il s'avère que l'Angleterre ne voulait pas en entendre parler. Elle a forcé la main à la France, qui est restée dans une politique de non-intervention. Alors, la France acceptait de faire passer sur son sol du défensif, au niveau des équipements, par exemple des casques, des choses comme ça, des uniformes, mais pas de l'offensif. Les seuls qui vont finalement accepter, faire venir de l'offensif, c'est un petit peu les Mexicains, mais c'est pas à côté, et surtout les Russes, qui vont amener de l'équipement. Et lorsqu'il y a la guerre éclate, donc là on est à l'été 1936, juillet, il y a un appel aussi à l'international et les syndicats vont essayer d'organiser l'arrivée de volontaires étrangers et à partir de septembre, d'octobre, de novembre vont arriver des volontaires étrangers, en particulier beaucoup de Français. Mais ça c'est encore une autre histoire, peut-être on pourra y revenir après. Là, la guerre va éclater. Ça va être les 3 ou 4 premiers mois de la guerre, ça va être horrible. 50 000 morts du côté franquiste, à peu près autant du côté républicain. Exécution sommaire, liquidation des opposants, des suspects. Tout le monde est armé, y compris des brigands qui en profitent pour faire des vols, enfin pour commettre des crimes. L'État et son organisation s'est complètement effondré. Les forces de police sont complètement déchirées et dispersées. Les quelques premiers mois de la guerre, c'est vraiment une guerre civile, une guerre atroce. Jusqu'à ce que le gouvernement républicain, du côté républicain, reprenne la main et réorganise tout cela. Il faudra attendre octobre-novembre, et là, ça va se stabiliser dans le camp républicain. Dans le camp franquiste, pas du tout. Franco, qui va prendre le lead sur les autres généraux, et va s'imposer progressivement. Il faut dire que c'est lui qui a la force armée la plus puissante, donc c'est plus facile. Va, lui, par contre, décider d'assainir l'Espagne, comme il le dit, c'est-à-dire de liquider tous les opposants, démocrates, de l'extrême gauche aux démocrates centristes. Dès que vous aviez une fonction d'élu, un maire, de maître d'école, d'édile civil, quoi qu'il soit, vous étiez immédiatement passé par les armes. Si vous aviez eu des engagements politiques et syndicaux, vous étiez immédiatement passé par les armes. Si vous étiez supposé avoir des engagements et que des gens pouvaient dire « oui, oui, je confirme », dans une complète délation, lui c'est un rouge, lui c'est un républicain, lui c'est un franc-maçon, lui c'est un... peu importe, vous étiez récupéré au petit matin par des soldats phalangistes et vous étiez exécuté. Il faut savoir que ça a été une atrocité, enfin. Et la difficulté, dans le camp républicain, ça va être d'organiser les choses après. Les choses vont se stabiliser. Dans le camp franquiste, ça va continuer, même après la guerre. Là-dessus, les deux camps s'affrontent. La République ne tombe pas. Elle résiste, notamment à l'armée de métier. Elle va se professionnaliser, se spécialiser. On va voir apparaître El Ejército Republicano Espagnol. Et là, ce seront des batailles, alors un peu qui ressemblent à la guerre de 14, beaucoup de guerres d'opposition, mais avec l'arrivée d'une aviation, notamment dans le camp franquiste très puissante,
d'une artillerie qui était présente comme en 14 et des tanks qui vont dans les deux côtés venir soutenir les offensives. Le nord de l'Espagne va tomber très très tôt, hein, le Pays Basque et les régions industrielles, ce qui va permettre aux généraux insurgés, aux camps franquistes, qui s'appellent entre eux les nationalistes, hein, de récupérer des armes, l'industrie d'armement. Ensuite, il va y avoir plusieurs tentatives d'attaque de la région de Madrid qui n'aboutiront pas. Petit à petit, l'Andalousie va tomber, avec notamment une scène terrible qui a été la prise de Malaga et la fuite des civils qui vont être bombardés alors que c'était des civils et que ça va être un des grands massacres de la guerre d'Espagne. Et puis surtout, les Allemands, avec la Légion Condor qui est envoyée sur place en même temps que le corps des volontaires italiens de Mussolini, 40 000 hommes à peu près, les corps de volontaires italiens, 25 000 hommes envoyés par Hitler. Mais Hitler envoie des artilleurs, des instructeurs, des aviateurs, des tankistes. Il n'envoie pas de piétons, contrairement aux Italiens. Et là, la Légion Condor va expérimenter les bombardements de civils, ce qu'on n'avait jamais fait avant. Et donc, des tapis de bombes sur des villes pour terroriser la population. On a tous à l'esprit ce qui s'est passé au Pays Basque avec Guernica, puisque ça fait l'objet d'un fameux tableau de Picasso. Mais on oublie qu'il y a eu la même chose sur des quartiers de Barcelone, la même chose à Carthagène, la même chose à Almeria, la même chose à Valence. Bref, il y a tout un tas d'endroits, y compris des villages, qui ont été rasés, qui n'avaient aucun intérêt stratégique. Aujourd'hui, on le sait, simplement pour expérimenter des bombes de 600 kg des Stuka. Ensuite, le front en 1938 va céder en grande partie, notamment il y a une grande offensive sur Teruel qui est républicaine, qui est ratée, une contre-offensive franquiste qui va couper la partie républicaine qui tenait toute la côte méditerranéenne jusqu'à Almeria, la région du centre avec Madrid et la Catalogne et une partie de l'Aragon. Là, ça va céder. La zone républicaine est coupée en deux. Là, les républicains vont tenter une grande offensive pour essayer de rattraper les choses. À l'été 1938, c'est ce qu'on appelle la fameuse bataille de l'Èbre, du nom du fleuve Ebro qui passe, qui va être la plus sanglante de la guerre d'Espagne. C'est une contre-offensive républicaine ratée. En fait, ça va être une guerre d'attrition. Hein. Et le front va complètement céder en Catalogne en janvier 1938. La Catalogne va tomber. Il ne restera plus que Madrid et la région de Valence, qui, elle, va tomber en mars 1939. Et là, c'est la fin de ce qu'on peut appeler véritablement la guerre civile. Guerre civile qui va faire... alors, on a des problèmes d'estimation de chiffres, mais environ, sur 24 millions d'Espagnols, environ 1 million de morts, et environ 1,5 million d'exilés, et surtout installé durablement en Espagne un régime, dans un premier temps, qui soutient le fascisme européen, puis dans un deuxième temps, un régime autoritaire qui ne se terminera véritablement qu'à la mort de vieillesse du dictateur Franco en 1975. Merci beaucoup Joël pour toutes ces explications qui vont permettre aux auditeurs et auditrices de mieux connaître un peu les contours de la guerre civile espagnole. Bien évidemment, je vous invite à vous renseigner davantage pour aller mieux connaître ce qui s'est passé et éventuellement d'aller sur le terrain, notamment à Guernica ou à Belchite. Voilà, un petit peu voir les restes de cette période. J'aimerais te poser 2 questions en une. La première, c'est qui était ton père? Pourquoi il est arrivé en Espagne? Et pourquoi on parle d'anarchiste face au franquisme? Alors, mon père est un immigré espagnol. Ses parents viennent en France pour travailler, parce qu'il y a une grande crise économique dans la région de Carthagène-Murcie où ils habitaient. Et lui se retrouve à 11 ans à Lyon-Villeurbanne. Là, il commence à travailler. C'est du travail évidemment non déclaré. À 11 ans, normalement, on ne peut pas travailler en France, hein, à l'époque, 14 ans. Et il va continuer à travailler à l'usine. À 14 ans, il est déclaré. Bref, c'est un ouvrier, comme beaucoup d'ouvriers immigrés dans la région industrielle de Lyon. Il se passe une chose, c'est que dans cette banlieue ouvrière, certains Espagnols, qui sont des militants syndicaux, d'un syndicat très particulier qui s'appelle la Confédération nationale du travail, la CNT, qui est un syndicat libertaire, décident de créer ce qu'ils appellent en espagnol un Ateneo Libertario, on dirait une maison de la culture, où le soir, les jeunes ouvriers peuvent apprendre à lire et écrire en français.
Et donc mon père va suivre les cours du soir, alors plutôt que d'aller au café, au bar, voilà, boire des bières avec les potes, il décide d'essayer de s'éduquer, d'apprendre à lire et écrire français, mais on n'y faisait pas que ça. Il y avait aussi tout un enseignement autour d'une culture, par exemple un rapport à l'écologie. Alors on n'appelait pas ça écologie à l'époque, on appelait ça naturisme, avec un souci aussi de la contraception, et des idées politiques aussi. C'était les libertaires, les anarchistes espagnols, ils étaient contre la bureaucratie et l'État, pour des organisations coopératives horizontales, donc on leur enseignait cela aussi, et ils étaient aussi très anticléricaux. Très anticléricaux. Il faut dire que l'Église d'Espagne était la plus conservatrice et réactionnaire d'Europe. Donc c'était facilitant. Hein. Donc ils enseignaient tout ça. Et là, avec d'autres jeunes, il avait quoi, il avait 14 ans quand il est rentré là-dedans. Hein. Faut remettre en contexte. Il se fait des amitiés. Quand évidemment il y a l'appel de la République en danger, en 1936, il ne se pose pas la question, alors qu'il est soutien de famille, son père est mort un an avant, il n'y a que sa sœur aînée, lui, qui travaille pour nourrir les 6 frères et sœurs quand même, hein. Malgré tout, il part. Je pense qu'il avait une sorte de devoir, hein, question d'engagement, je crois qu'il ne se rendait pas trop compte de ce qu'il a fait, en fait, pourquoi il partait. Il avait quel âge à ce moment-là ? Il avait 19 ans. Et il part, c'est un simple ouvrier, il n'a eu aucune formation militaire, et pendant la guerre, ça sera un simple soldat. Il aura une seule chance, si je puis dire, c'est qu'il va arriver à un moment donné où le front se stabilise en Aragon, ce qui va lui laisser le temps d'apprendre le minimum de survie. Donc voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui est mon père en fait. Un jeune ouvrier immigré, espagnol, qui habite en France, qui travaille en France, et qui, à l'appel de la défense de la République et du Front populaire, avec d'autres copains, prend le train et ils partent en Espagne combattre. Il n'était pas obligé d'y aller, c'était donc un volontaire. En plus, ton papa va être blessé. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va se retrouver, il va arriver à Barcelone. Là, il est dirigé dans une caserne qui est coordonnée par la CNT. On est au début de la guerre d'Espagne. Je rappelle que l'État s'est effondré. Il n'y a pas vraiment encore d'armée de la République. Et donc, ce sont les syndicats et les partis qui essaient d'organiser les choses, en tout cas en Catalogne. Et là, il va partir rejoindre une colonne qui est pilotée, qui est tenue par un militant anarchiste connu qui s'appelle Ortiz. C'est la colonne Sud Ebro. Et il va se retrouver au front. C'est une période où le front est stabilisé, où on peut dire qu'il maniait autant la fourche que le fusil. Hein. Ils aidaient les coopératives agricoles, les villageois, en même temps qu'ils tenaient le front. Il y avait des escarmouches, mais c'était un moment assez peu, le front était peu actif, de ce côté-là en tout cas, hein, de l'Espagne, ce qui lui a permis évidemment d'apprendre. Et puis là-dessus, l'armée va se restructurer. En avril 1937, sont constituées avec les brigades dites mixtes de l'armée espagnole, toutes ce qu'on appelle les milices ouvrières sont intégrées dans l'armée, ce qui est son cas. Et là, il fait partie à partir de ce moment-là d'une division de l'armée républicaine et d'une brigade de l'armée républicaine. Et il va participer à une grande offensive qui est une tentative d'essayer de prendre la ville de Saragosse, qui elle était dès le début tombée entre les mains des franquistes. Et dans une tentative de prendre cette ville, sur le côté, il y avait un point dur qui s'appelle donc le village de Belchite, qui va résister. Et là, c'est des offensives à la baïonnette. Hein. L'artillerie essaye de liquider l'opposition, et ensuite on envoie les soldats à la baïonnette. Et tout ça se termine au corps à corps. Et avec des grenades. Enfin, la guerre d'Espagne, par certains aspects, elle annonce la Seconde Guerre mondiale avec des équipements très modernes, mais par d'autres aspects, c'est un peu comme la guerre de 14-18 en fait. Hein. C'est très paradoxal, avec une guerre de tranchée, une guerre de position, tout à fait. Et là, dans un assaut baïonnette au canon, il tombe, il est blessé très grièvement, il est laissé pour mort sur le champ de bataille. Il se réveille dans la nuit dans une sorte de grotte, ce qu'il m'avait raconté pour le coup. Et là, il se rend compte qu'autour de lui, ce ne sont que des cadavres. Il est terrorisé, il hurle. Puis tout d'un coup, des gens, « Oh, mais il y en a un qui n'est pas mort, c'est lui !» Et ils le sortent. Il part à l'hôpital, il le sauve, alors qu'il avait perdu énormément de sang. Et puis, le choc, le traumatisme était tel, mais ça, c'est un secret de famille que j'ai découvert. Il va aller dans un autre hôpital un peu plus tard,
à Reus, un hôpital psychiatrique. Il va réussir à sortir de tout ça avec la convalescence. Et alors qu'il aurait pu rentrer en France, qu'il aurait pu arrêter tout ça, en avril 1938, il repart au combat. Donc il se réincorpore, et il rejoint l'armée de l'Ebre et participe à la grande bataille de l'Ebre. Là, il ne veut plus porter d'armes, il ne veut plus tuer en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'en 1937, s'il a tué beaucoup de personnes, ça on ne l'a jamais su, c'est un tabou. En tout cas, ce qu'on sait, c'est grâce au carnet de guerre que j'ai retrouvé, en 1938, il rentre dans les transmissions. En fait, alors dans les transmissions, imaginez pas que c'est un job cool. En fait, il a un rouleau de câbles de téléphone avec un autre gars et il tire les lignes entre les tranchées, vous voyez un peu. Là, plein de péripéties, donc, mais enfin bon, il est dans les transmissions, il avait appris un peu le morse, etc. Il savait lire et écrire, donc je pense que c'est une raison pour laquelle il est accepté dans les transmissions. Beaucoup de soldats étaient analphabètes en Espagne à l'époque. Et là, il survit miraculeusement à la bataille de l'Elbe. Il est dans des endroits les plus chauds. Son unité sort très affaiblie après un mois de combat en août 1938. Elle est repositionnée plus au sud du front. Ensuite, il part pour défendre la Catalogne. Là, le front cède le 20 janvier. Et là, il fait un repli progressif. Il passe les Pyrénées, comme plein d'autres, dans la montagne. Il ne passe pas par le passage du Perthus, mais par un passage plus escarpé, plus difficile d'accès. Mais ça a été ils pensaient que c'était plus simple pour eux. Il passe à Parademolo, le col d'Arès, et c'est comme ça qu'il revient en France. C'est un survivant. Il revient en France en février 1939. Très bien. Et on reviendra tout à l'heure sur ce passage en France qui fut pas non plus la plus belle, le plus beau des moments, on va dire. On a parlé un petit peu tout à l'heure de son arrivée dans des casernes où ils étaient peu munis d'armes, etc. Comment on peut expliquer ce manque de matériel, de vêtements, d'armes pour les républicains? On a bien vu que les nationalistes étaient armés déjà par les pays de l'Axe. Il y a un film qui illustre très bien cela, qui est un film de Ken Loach, qui est sorti je crois en 95 ou 96, Land and Freedom, où on les voit dans la caserne s'entraîner avec des manches de pioche, faute de fusil. Et ils apprenaient le lancer de grenade avec des cailloux, parce qu'il n'y avait pas de grenade. Le défaut d'équipement va être le problème pendant toute la guerre. Principalement parce qu'il y a un embargo pour amener des armes dans l'Espagne. À l'époque, la Société des Nations dit non, il ne faut pas qu'on leur donne d'armes, politique de non-intervention, ça s'éteindra comme cela. Sauf que les nationalistes sont équipés massivement par les forces de l'Axe, qui contournent la non-intervention, alors que les républicains, la France, bloque le passage. Il y a de temps en temps, selon la couleur politique du moment, on laisse un peu passer ou pas trop, etc. Au tout début, il y a pourtant des engagements importants. Par exemple, Malraux va monter une escadrille de bombardiers avec des hypothèses qui va avoir un rôle important au tout début de la guerre. Mais ça fait partie des exceptions. Et les seuls qui se fichent de l'embargo, c'est les Russes, qui arrivent à faire passer des armes. Donc le défaut de matériel, il tient d'abord à l'incapacité qu'a eu la République à sortir de cet isolement et de la politique de non-intervention. Elle a essayé d'acheter à prix d'or toutes sortes d'armes. Les troupes étaient très mal équipées. Par exemple, au début de la guerre, il y avait un fusil pour 4 combattants. Et donc les consignes qu'ils avaient, c'est que quand il y en a un qui tombe, tu lui prends son fusil et tu continues. Tu es derrière, tu n'as pas de fusil et tu continues. Donc, vous voyez, et donc, le défaut d'équipement, pareil, défaut de... Il suffit de regarder des photos où on voit, par exemple, les casques. L'armée espagnole avait un casque qui est particulier, qui s'appelle le casque Trubia, qui ressemble un peu au casque allemand. En fait, les républicains, ils avaient des casques Trubia, pas de casques du tout, des casques tchèques, des casques Adrien français. C'était en fait c'était très hétéroclite. Il y avait tellement de modèles différents de fusils qu'il y avait un énorme problème d'approvisionnement en munitions parce que c'était pas les mêmes calibres. Donc ils vous servaient des caisses de munitions sur le front, des munitions pour des Mosin Nagant, alors que l'unité est équipée en Moser. Ben, ça allait pas. Enfin, ou en Lebel éventuellement. Donc, et enfin, il y avait un problème de logistique. Il faut savoir que la République
surtout pendant la deuxième partie de la guerre, a perdu la maîtrise de l'air. C'était les chasseurs allemands, les Messerschmitt Bf-109 et les chasseurs italiens qui se sont mis à dominer. Hein. Même s'il y avait des avions modernes qui venaient du côté des Russes, d'autant qu'on avait surnommé le Mosca, la mouche. Et la maîtrise de l'air, ça voulait dire que les convois de camions étaient bombardés, donc ils ne pouvaient être approvisionnés que la nuit. Vous voyez, enfin, toutes les difficultés que cela occasionnait, ce qui n'était pas du tout le cas dans le camp franquiste. Donc tout ça fait que c'était peu d'équipements, très hétérogène, et plus la guerre va avancer, plus notamment les usines de fabrication vont tomber dans le camp franquiste, ça va être de plus en plus difficile en termes d'équipement. Ils se battaient pour des couvertures. Hein. Oui. On ne se rend pas compte. Hein, mais les nuits peuvent être fraîches en plus. Les nuits peuvent être très fraîches. Dans le désert. Ouais. Puis les tranchées n'étaient pas commodes. Ce n'est pas les tranchées de 14-18 avec le bois. C'était très sommaire, voire même elles étaient basses les tranchées, donc on avait le risque de se faire. Ils rehaussaient ça avec des sacs de sable, mais il fallait pas être trop grand et lever la tête. Hein. Oui. Et la terre espagnole est sèche et la terre espagnole est très dure. Et il y a des endroits c'est de la roche, donc faut creuser des tranchées là-dedans. Faut y aller. Hein. Alors il y a eu un moment très important pour toi dans la vie, c'est la découverte du carnet orange de ton papa. Oui. Est-ce que tu peux nous le montrer déjà ? Oui, il est là. Parce que c'est un survivant, on va dire, de cette période. Alors, il est orange parce qu'en fait, il l'a écrit sur du papier orange. Hein. Alors, c'est écrit en tout petit en espagnol. En espagnol, ouais, c'est la question que j'avais posée. Est-ce que c'est en français, espagnol ? Non, c'est en espagnol. C'est un carnet, en fait, qu'il a rempli, qu'il a commencé à renseigner. Alors, il commence le 1er mai 1938 et à peu près un an. Il raconte jour après jour ce qui se passe. Alors, vous avez le jour. Vous avez s'il pleut ou s'il fait gris, voilà. Et puis c'est très factuel. Il se contente de raconter ce qui se passe. Aujourd'hui, on a bien mangé. Aujourd'hui, j'ai pris une garde. Aujourd'hui, on a relevé la 139e brigade, 11e division. Notre bataillon a fait ci, a fait ça. Et puis, il y a des passages où il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a des jours, des semaines entières où il n'y a rien d'écrit. Donc c'est assez rébarbatif, en fait. Alors ce carnet... je peux raconter comment je l'ai trouvé. Bien sûr. Alors, en fait, il était caché. Mon père ne gardait rien, il jetait tout. Il considérait que les vieilles choses, les vieilleries, il ne fallait pas s'encombrer de tout ça. Et à la surprise de tout le monde, il a gardé ce carnet. Qu'il a écrit pendant la guerre, qui a passé avec lui la frontière, qu'il a conservé dans les camps. Lorsqu'il s'est évadé des camps, on pourra en parler après, il a conservé ce carnet. Quand il va se marier avec ma mère, il va conserver ce carnet et jusqu'à sa mort. Et ce carnet était caché sous une pile de draps. En fait, lorsque mon père est décédé, j'aide ma mère dans la chambre à coucher, à ranger du linge, enfin bon, voilà, sortir les vêtements de mon père pour s'en débarrasser. Et sous la pile de linge, je vois ce carnet. Je dis, mais ma mère, c'est quoi ça, maman ? Elle me dit, oh, c'est une chose de ton père. Ah bon ? Fais-en ce que tu veux. Alors moi, je prends le carnet, puis je commence à regarder. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce carnet ? Et c'est là où je me rends compte que c'est un carnet qui raconte un an pendant la guerre d'Espagne. Alors évidemment, j'en parle à la famille, à mon frère aîné, à mes neveux. Vous êtes au courant ? Ben non, personne n'est au courant. Tout le monde regarde le carnet. Ah, qu'est-ce que c'est ? Tonton, il faut que tu le traduises. Oh, la galère pour le traduire. Je ne vous dis pas parce que c'est pas un bon espagnol. En plus, il y a beaucoup de termes militaires. Puis il y a des trous. Et ce qui fait qu'au bout de quelques temps, je laisse tomber. C'était pas très intéressant. Voilà. Et en fait, ce qui m'a amené à revenir sur ce carnet, c'est lorsqu'il y a eu, vous savez, autour du centenaire de la guerre de 14, il y a eu tout un tas de travaux sur les lettres des poilus et tout ce qui est en fait la guerre vécue par ceux qui l'ont subi. Et je me suis dit, après tout, c'est peut-être comme un carnet de poilus. Et à partir de là, je m'y suis remis, j'ai comblé les trous, j'ai vu à peu près pourquoi il y avait des trous. En fait, il n'écrivait pas dans les pires moments. Lorsqu'ils étaient sous des bombes, sous des plis de bombes, là, ils ne pouvaient même pas écrire. C'est la raison pour laquelle il y avait autant de trous parfois dans le carnet. Et voilà cette histoire du carnet. Et c'est avec lui, en réalité, que tout commence et que je prends la décision d'essayer de reconstituer cette histoire du début de son engagement, en fait, à ses 19 ans, jusqu'à la fin, lorsque tout va s'arrêter, suite à l'affaire d'El Pelao. Voilà l'histoire de ce petit carnet orange qui est là.
C'est un sacré témoin de cette époque et surtout, ce sont des faits concrets de ce qu'il a vécu. Il a même pris des risques parce qu'il y a des fois même des cas, il a fait on va dire des dessinées, des vies, etc. Le front, exactement. Ouais. Ça aurait pu être pris par l'ennemi et servir l'ennemi. Mais c'est vrai que c'était peut-être aussi pour lui une manière d'extérioriser ce qu'il vivait, peut-être d'évacuer ce qu'il voyait. Complètement. Je crois que le fait de se poser, de mettre par écrit ce qui se passait dans la journée, c'est une façon d'exorciser la journée, parfois. Alors, parfois, c'était pas possible du tout quand c'était terrible. Mais je crois qu'il y a de ça. C'est un soutien psychologique. Oui. Et la première journée qu'il raconte, quel a été pour lui l'élément déclencheur? Pourquoi il s'est dit d'un coup, tiens, il faut que je raconte ce que je vis? Eh ben, je le sais pas. Il le dit pas. Il se contente de dire, ah bon, alors voilà, je me présente à la caserne. Alors pourquoi tu y vas à la caserne? T'es pas obligé d'y aller. Et là, on attend, voilà, et on va s'enregistrer, et je me retrouve avec des gamins. Alors après, on sait pourquoi. Les gamins, c'est en fait ça a été en 38, en mai 38, c'est ce qu'on appelle la Quinta del Biberón. En fait, la Quinta en espagnol, ça veut dire la promotion, on va dire, du biberon, c'est dire combien ils étaient jeunes. En fait, c'est des gamins de 16 ans, 17 ans, qui se retrouvent enrôlés. 18 ans, c'était plus considéré comme des enfants. Et lui se retrouve avec ces très jeunes, en fait, les familles qui les accompagnent devant la caserne. Et voilà ce qu'il raconte. Il raconte ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi. Et d'ailleurs, il y a pas mal de passages dans le carnet. Il y a à un moment donné un ami qui perd un bras, qui va être estropié, pèlerin. C'est très très froid ce qu'il raconte, on n'a pas l'impression qu'il ait d'émotion, on se rend bien compte qu'il s'est passé des choses, il va le voir à l'hôpital, etc. Donc il est attentif à son ami, mais il y a une fois ou deux où on sent qu'il y a quelque chose, notamment un passage où il se retrouve avec le corps de camarades qui ont été déchiquetés par une bombe. Là où on voit que là c'était vraiment très fort. Mais sinon, c'est très distant, une grande distance, c'est vraiment très factuel. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, point. Ouais. Peut-être qu'il s'était dit que personne ne lirait, peut-être que c'était une manière pour lui d'écrire ce qu'il vivait, mais sans penser qu'un jour quelqu'un lirait ce qu'il a écrit. C'était caché, il l'a caché, il n'a jamais dit à personne qu'il avait fait ce carnet, à personne. Et je pense que c'était pas du tout fait pour être. Il aurait pu certains font des mémoires avec ça, ils reprennent leur carnet et commencent à raconter une histoire. Mais lui, c'était pas son style. C'était un taiseux. Non, ces choses-là, c'est du passé, on n'en parle pas. Et par chance, tu l'as trouvé, tu l'as. Il n'a pas été détruit. Ma mère l'a pas jeté. Et voilà, c'est fait partie de ses mémoires familiales. Oui. Alors si ça se trouve, il y a une partie 1 qui a disparu pendant le conflit, peut-être qu'il a rédigé et que ça a disparu. Mais c'est vrai que toute son histoire, vous pourrez la découvrir à travers cet ouvrage. Ça serait très long d'entrer dans les détails de tout ce qu'il a vécu. Tu as aussi une photo de lui en 37. Oui, c'est ça. Alors c'est une photo de studio. Alors pourquoi elle est amusante cette photo de studio? Parce qu'en fait il porte un pistolet, il a un petit équipement, donc là il fait la photo du gars qui du milicien, etc. Quand on lit le carnet, on voit ce qu'il en dit. Il y a comme un léger décalage entre la photo où on a l'impression qu'il est parti pour aller défendre et combattre les méchants, et la réalité où en fait il subissait tout ce qui lui tombait dessus plus qu'autre chose. C'était pas un officier, c'était pas un stratège, c'était un simple soldat. Il n'a jamais été plus qu'un simple soldat. Ouais. C'est vrai que de voir son visage, on se dit c'est vraiment un gamin, il faut le dire, c'est vraiment un gamin. Là, et qu'il a vraiment eu cette énergie d'aller se battre pour la liberté et la démocratie, quoi. C'est vrai que dans le commun des mortels aujourd'hui, les jeunes pensent à l'Espagne d'aujourd'hui, qui est en fait le simple résultat de l'Espagne nationaliste, et on pense à l'Espagne qui a toujours été l'Espagne telle qu'elle a toujours été, alors qu'en fait non, cette partie de l'histoire, on dirait qu'elle a été presque oubliée ou qu'on a voulu l'oublier. Et donc c'est vrai que ce témoignage relance un peu le débat aussi. Se dire que la véritable Espagne qu'on peut trouver, c'était aussi l'Espagne qui était là avant. On voit encore aujourd'hui, une petite anecdote très rapide, dans les manifestations en Espagne, il y a encore des drapeaux de l'Espagne républicaine qui sont encore présents.
Il y a un moment très important aussi après l'Espagne, c'est sa captivité. Alors c'est vrai que il quitte l'Espagne parce que le front devient vraiment instable et les franquistes, sans nommer les fachos, comme on pouvait dire à l'époque, prenaient vraiment du terrain vers Barcelone. Et là, il part en France avec d'autres de ses camarades. Et on pourrait imaginer la France, un pays ami, qui va les accueillir comme étant des soutiens, etc. Et bien là, quelle surprise! Oui, en fait, le gouvernement français bloque le passage de la frontière. Dans un premier temps, ne laisse passer que les civils. À la fin, il laisse passer un peu tout le monde, et jusqu'à la mi-février. Et là, il y a un demi-million de personnes qui passent les Pyrénées et qui arrivent en France. Le gouvernement français est complètement dépassé. Il n'avait pas vu le truc venir. Il a très très peur de ces gens-là. Il désarme tout le monde, parce qu'il faut bien imaginer que c'est l'armée qui traverse aussi, avec des blindés, des mitrailleuses, etc. Donc tout ça est laissé aux gendarmes. Et les gens sont conduits sur les plages du littoral du sud de la Méditerranée, en fait, vers Perpignan. Et laissés... Alors, on met des barbelés, et on les laisse dans le dénuement le plus complet. De temps en temps, on amène de l'eau, de temps en temps, on amène du pain à manger, et ils sont laissés là. Bien plus tard, on amènera du bois pour commencer à construire des baraquements. Donc, ils sont gardés prisonniers, dans des conditions sanitaires terribles. Le froid, on ne doit pas oublier qu'on est en février, le vent sur les côtes. Très vite va se développer des maladies, notamment le typhus, qui va faire énormément de morts. Les femmes, les enfants sont mis à part, puis certains sont orientés vers des maisons de soins, etc. Les hommes sont laissés en l'état, certains sont distribués dans d'autres camps. Ils ont les vêtements militaires qu'ils avaient lorsqu'ils sont traversés, et ils vont rester là des semaines, des mois, à ne rien faire, à attendre pour beaucoup la mort. C'est une situation atroce. Ce n'est que bien plus tard que finalement vont être montées des compagnies de travailleurs étrangers pour essayer d'utiliser ces prisonniers qui ne sont pas des vrais prisonniers, il faut quand même l'avoir à l'esprit. Et ce sont des gens qui ont défendu le gouvernement légitime républicain d'Espagne. Et la France est une république. Enfin, il faut remettre ça en contexte. En tout cas, mon père, dans ces conditions-là, se dit il ne faut pas que je reste là, c'est pas possible. Je peux pas rester là. Et il arrive à faire passer des nouvelles à sa mère, qui habite Lyon, qui envoie un cousin en reconnaissance. Et ensuite, sa mère, Faustine, vient avec le cousin chercher son fils. Et là, il y a un moment très drôle dans l'histoire, parce qu'il parle français, forcément. Oui. Et c'est ce qui va le sauver. Absolument. Parce que la plupart des militaires qui sont là ne parlent qu'espagnol, ou catalan, ou voilà. Lui, il s'avère qu'il parle français, il a été en France avant, il a appris français à l'école, enfin à l'école, à l'Athénéum libertaire. Et donc, la grand-mère, avec le cousin, font passer par-dessus les barbelés dans un coin discret du camp des vêtements civils. Donc, il enlève ses fripes usées militaires. Il a un vêtement civil, il passe par l'entrée principale du camp. Là, il y a 2 tirailleurs sénégalais qui gardent le camp. Il y va. Alors, ils lui disent « Mais tu fais quoi, toi ?» Et répond en français du tac au tac « Non, mais je suis un ouvrier du camp, je reviens lui chercher des outils. » Et il avance. Et il le laisse passer. Et c'est comme ça qu'il sort du camp. C'est tout bête, tout con, mais voilà. Alors après, dans un coin plus discret, il retrouve sa mère et son cousin. Alors tout le monde pleure, vous imaginez, c'est les embrassades, etc. Ils prennent un car, ils montent dans le car, qui part. Et à quelques kilomètres plus loin, le car est arrêté par la gendarmerie papier. C'est une catastrophe. Et alors, on ne sait pas pourquoi, les gendarmes contrôlent la moitié du car et pas le fond. Où il y a ma grand-mère, donc sa mère, mon père et le cousin. Et le car repart. Voilà. Ça fait partie des chances. Là-dessus, ils prennent le train, ils arrivent à Lyon, et là, ils se cachent pendant plusieurs mois, jusqu'à pouvoir obtenir à nouveau un titre de séjour. Qui n'a pas été simple. Qui n'a pas été simple. Et quand il a enfin pu obtenir le titre de séjour, là, il a pu sortir à nouveau. C'est pas la grande évasion, avec Steve McQueen, etc. C'est un truc tout bête. Il est passé comme ça, comme il le dit lui-même, au culot.
Et c'est comme ça qu'il est sorti. Ouais. Beaucoup n'ont pas pu en sortir, beaucoup sont morts, d'autres ont servi dans les compagnies de travailleurs. Mais c'est peut-être une autre histoire, enfin je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Et vont se retrouver en fait, être disséminés en France un peu de partout pour aider dans des chantiers, etc. Et la plupart vont constituer d'ailleurs, quelques années plus tard, les noyaux de la résistance. Et ça m'amène à la question suivante. C'est vrai que malheureusement, manque de bol, il se pensait libéré de la guerre, du fardeau de la guerre. Malheureusement, les choses ont été différentes puisque Hitler a lancé son invasion le 10 mai 40 de la France et du Benelux. Et il était encore en zone libre puisque Lyon faisait partie de la zone du régime de Vichy. Bien évidemment, dès que les Américains ont débarqué avec l'opération Torche en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, les Allemands décident d'envahir la zone libre le 10 novembre, donc 2 jours après, ce qui va entraîner forcément l'arrivée des Allemands, de la Gestapo. On sait que Lyon a été vraiment un endroit très fort de la Gestapo. Vous verrez un de mes épisodes sur la prison de Montluc, qui a servi pour beaucoup de résistants. Oui, Klaus Barbie a sévi. Exactement, il a sévi. C'est des moments importants et on va rentrer dans cette histoire de la résistance pour ton papa. Il faut rappeler aussi qu'il y a 40 000 Espagnols qui ont servi la résistance en France, mais qui ont été oubliés. Oui, alors il y a des raisons pour cela. En fait, il y avait des Espagnols aussi bien dans les forces françaises libres. Une anecdote. Dans la compagnie de marche du Tchad, dans la fameuse division blindée, la 2e DB de Leclerc, la 9e compagnie qui va la première rentrer dans Paris, c'est le capitaine Drone qui fait rentrer ses troupes, ce sont des Espagnols. Qui vont prendre position à l'hôtel de ville, etc. Il faut savoir qu'il y avait à peu près 25 000 Espagnols qui étaient... alors, les chiffres varient, parce que beaucoup se déclaraient non pas comme Espagnols, mais avec d'autres nationalités, pour justement pouvoir intégrer l'armée, qui vont participer en fait au combat pour la libération de la France, du côté des forces françaises libres, et du côté de la résistance, il y en a beaucoup plus encore, en effet. On va retrouver des Espagnols dans la quasi-totalité des maquis, en petit nombre. Ils sont très appréciés parce qu'ils ont l'expérience du combat. Ouais. Eux, ils sont plus âgés que les autres. Il faut savoir que les maquis sont essentiellement composés de réfractaires du STO, en fait. Et enfin, ils sont habitués à combattre avec peu de moyens. Et donc, on va les retrouver dans la plupart des maquis. Dans la partie nord de la France, sur Paris par exemple, beaucoup seront... sans raconter l'histoire de la résistance, mais en gros, il y a 2 grandes familles dans les maquis. Il y a l'armée secrète, qui était plutôt proche des gaullistes, soutenue largement par les Britanniques, et les francs-tireurs et partisans, les FTP, qui étaient plutôt d'obédience communiste. Vous allez retrouver des Espagnols dans les deux, mais les Espagnols issus de la famille de la CNT, des libertaires, vont plutôt se retrouver dans l'armée secrète, parce qu'ils ne supportaient pas les staliniens, donc voilà. Et donc, ça fait partie ça aussi de l'histoire de la guerre d'Espagne. Voilà. Et donc, ils vont se retrouver beaucoup dans l'armée secrète, notamment mon oncle, le frère de mon père, qui est parti avec lui en Espagne, Longue Victor, qui va se retrouver dans un bataillon qui va libérer Brive-la-Gaillarde, en Limousin. Mon père, pas du tout. Sauf que va s'organiser tout doucement, après justement l'arrivée des Allemands à Lyon, va s'organiser tout doucement la résistance urbaine. Principalement, la résistance urbaine, elle est faite après que tous les mouvements de résistance étaient largement pourchassés par Klaus Barbie et la Gestapo, ils vont se réfugier dans les campagnes, sauf les FTP. Et alors, pas n'importe lesquels, main-d'œuvre ouvriers immigrés, les MOI, FTP MOI. Et il y aura les Espagnols, notamment la bande des libertaires de la CNT, qui eux sont complètement à part, ils ne veulent pas être avec les FTP MOI, et qui vont faire des actions clandestines. Klaus Barbie n'arrive pas à les pénétrer parce qu'ils se connaissent tous. Et donc c'est compliqué de mettre des indicateurs, de retourner. Alors, c'est un tout petit groupe, il ne faut pas grand-chose non plus. Mais en tout cas, lorsqu'il y aura l'insurrection de Villeurbanne, ils vont y participer. C'est comme ça que mon père va se retrouver à participer à l'insurrection de Villeurbanne, à l'insurrection ratée contre les Allemands.
et qui a été provoqué en fait par un concours de circonstances. En fait, la résistance ne voulait pas aussitôt une insurrection armée à Villeurbanne. Et bon, ça a failli dégénérer. Hein. Heureusement, Villeurbanne n'est pas devenue Varsovie, mais ça s'est joué à très peu de choses. Et on peut rappeler le contexte, ça s'est passé après le débarquement en Normandie, mais proche du débarquement en Provence aussi. Oui. Donc forcément, l'élan de... Absolument. Et puis les gens, enfin, dès qu'il y avait des résistants dans la rue qui avaient le brassard, les gens sortaient, ils sortaient les drapeaux tricolores, ils se mélangeaient avec eux, ça hurlait de partout, ça criait de joie, et on chassait les Allemands. Enfin, faut bien voir aussi que tout ne se contrôle pas dans ces genres de circonstances. Effectivement, on va retrouver des Espagnols un peu de partout, y compris d'ailleurs des unités combattantes dans le sud-ouest, qui vont libérer une vingtaine de villes, Foix étant la ville la plus connue, on appelle ça les unités guerrilleros espagnoles. Et cette histoire, elle va être occultée, parce qu'en fait, l'histoire de la résistance, elle va être captée par deux choses. D'un côté, le gaullisme, qui veut que, Jean Moulin, l'histoire de Jean Moulin, etc., qui veut que les Français se sont en grande partie libérés eux-mêmes par la résistance, et de dire que franchement, il y avait beaucoup d'étrangers là-dedans, ça ne rentrait pas dans le récit national. Et puis les communistes, qui ont eu le même discours, à dire non, c'est nous, les jeunes Français communistes, avec nos fusiliers, qui avons libéré la France. Et pour ces deux mémoires, la mémoire communiste et la mémoire gaulliste, vont faire complètement tomber dans l'oubli le rôle des étrangers de la résistance, qui a été absolument déterminant, parce qu'on parle des Espagnols, mais on pourrait parler aussi des Juifs polonais d'Europe centrale, qui ont eu un rôle absolument central dans la libération de Paris. Et donc, la plupart des Espagnols, en plus, ont combattu dans la résistance, non pas pour la France, mais contre le fascisme, avec comme objectif, je combats là, je libère la France, et derrière, on ira libérer l'Espagne de Franco. Et ça ne s'est jamais fait. Alors même que beaucoup d'officiels de la résistance disaient, oui, vous inquiétez pas, on ira libérer toute l'Europe du fascisme. Non. Les Pyrénées resteront une barrière infranchissable. Et c'est à juste titre, on va parler de ce retour des Républicains qui ne va pas se faire, comme tu le dis, juste après la guerre. Malheureusement, en plus, il y a la guerre froide qui arrive, d'où le côté danger du communisme. Le retour des Républicains exilés se fait à quel moment et pourquoi il se fait aussi tard en Espagne? Alors, il y a plusieurs vagues. Tout d'abord, il y a une première vague, juste en 1939, dans les demi-millions qui sont arrivés, plus un nombre important ont fait au bout de quelques semaines, quelques mois, un retour en Espagne. Là, s'ils étaient combattants, ils étaient mis en prison. S'ils avaient été un élu municipal, un officier ou un cadre politique, ils étaient mis en prison et exécutés. Mais évidemment, les hommes de Franco ne le disaient pas. Venez, venez, venez. Ensuite, ceux qui sont restés, qui ont participé à toute cette histoire, l'impossibilité du retour en Espagne en 1945, en 1946, fait que l'Espagne ferme ses frontières. Elle est d'ailleurs isolée sur le plan international. L'ONU, en 40, si je ne me trompe pas, en 1947, prend une résolution qui condamne l'Espagne. Et donc l'Espagne est complètement isolée du reste du monde occidental. Donc le retour est impossible. Il y aura une première vague de retour au milieu des années 50, avec une autorisation pour ceux qui n'étaient pas engagés politiques de pouvoir revenir. Ça fait partie de l'époque où l'Espagne va essayer de commencer à s'ouvrir au tourisme, sous l'influence des Américains aussi, s'ouvrir aux capitaux étrangers, et on va avoir les premiers immigrés qui vont venir en France. La deuxième vague importante, c'est le milieu des années 60, avec à ce moment-là la fin des tribunaux d'exception espagnols, en 62, 65, notamment le tribunal de répression contre le communisme et la maçonnerie, le tribunal de répression. Il faut savoir que l'Espagne, ils avaient inventé un truc incroyable, c'était des lois rétroactives. C'est-à-dire que même si avant la guerre civile, si pendant la guerre civile vous n'aviez rien commis, mais qu'avant la guerre civile vous aviez été un élu républicain, vous étiez condamné. Hein. Enfin bon, on va pas. Et donc là, il va y avoir une autre vague de retour, et enfin, à la mort du dictateur, mais là, ce sont des personnes âgées qui reviennent. Donc en fait, il y a plusieurs vagues successives de retour, c'est pas fait d'un coup. En fonction des lois d'assouplissement du régime franquiste. C'est un régime particulier. On va revenir un peu à ton histoire personnelle. Comment s'est déroulé ton premier voyage en Espagne à l'âge de 6 ans? Alors nous, on était interdits de séjour.
On n'avait pas le droit de retourner en Espagne, je ne le savais pas, j'étais gamin. Et puis, en 66, en fait, ça correspond à une des lois d'assouplissement, en fait. Hein. Mon père achète une 2 chevaux, passe son permis de conduire. On charge la voiture. Il y a mon père, ma mère, mon frère aîné et moi, tout au fond, gamin, et on met 2 jours et demi dans des conditions, on va voir, hein, bon, on passe les Pyrénées, et on arrive dans le sud de l'Espagne, sur la terre de mes ancêtres, en fait. Moi, je ne parlais pas espagnol. Nous étions complètement intégrés en France. À part les insultes, quand ma mère s'énervait en espagnol, le reste, on était en français. Et on arrive dans un petit village en plein été. La 2 chevaux s'arrête dans un endroit qu'on nous avait indiqué, semble-t-il, à ma mère. Et là, il y a une femme en noir qui sort de la maison. Ma mère s'approche, elle dit Carmen, l'autre lui dit Annika, et elles tombent dans les bras l'une de l'autre, elles se mettent à pleurer. Moi, je suis dans la voiture, mon frère aîné sort de la voiture, mon père sort de la voiture, des gens sortent de la maison, et puis tout d'un coup, de toutes les maisons, des gens sortent. Il y a un attroupement autour de la voiture, et ça pleure, et ça crie, et ça hurle, et machin, etc. Puis au bout d'un temps qui m'a semblé une éternité, je crois que c'est ma mère, elle me sort de la voiture, et elle me présente à cette dame, qui est en fait ma tante, un monsieur à côté d'elle qui est mon oncle, et puis tout d'un coup, ça c'est ton cousin, ça c'est ta cousine, ça c'est ton petit cousin, et du jour au lendemain, ma famille, elle double, ça grandit pas, elle double, parce que nous on n'était pas très nombreux en France, en fait. Elle double. Et du jour au lendemain, je découvre que j'avais une famille espagnole que je ne connaissais pas. Et mon père et ma mère reviennent sur la terre de leur enfance après 38 ans d'exil. Alors vous imaginez, quand on est enfant, quand on a 6 ans, c'est un choc émotionnel très très fort. Et ça m'a laissé une empreinte. De voir ma mère pleurer, de voir tous ces gens pleurer, de découvrir que c'est la famille que je ne connaissais pas. Je ne savais pas à l'époque pourquoi on n'avait pas eu le droit d'y aller. Je ne savais pas. Alors c'était l'Espagne, enfin on ne se rend pas compte aujourd'hui avec la distance du temps, mais l'Espagne était très pauvre. C'était la campagne en plus, c'était dans le sud. Donc vous imaginez le choc pour un petit garçon citadin à Lyon qui se retrouve là-dedans. Waouh! Mais moi je ne me rendais pas compte. Et là j'ai découvert la campagne de la Méditerranée, l'eau chaude sur les plages et toute cette histoire. Ouais. Et est-ce que c'est dans ce voyage-là que ta maman se retrouve devant les ruines de son... Oui. C'est ça, de son ancien... Oui, parce qu'en fait, quand on arrive dans le village, le lieu-dit qui s'appelle Las Palas, qui veut dire les cactus, vous imaginez, hein, voilà. La rue principale est en terre battue, enfin, on n'imagine pas l'Espagne de l'époque, hein. Et on nous indique, et par tâtonnement, elle arrive à un endroit qui est un tas de ruines, qui est en fait la maison de ses parents, qu'ils avaient quitté en 1928. Et là, tas de ruines, des herbes folles. Je ne sais pas ce qu'elle ressent, ma mère, elle ne dit rien. On ne reste pas très longtemps. Et quelqu'un lui dit, mais non, mais il y a quelqu'un qui est de cette famille-là, qui est un peu plus loin. Et donc, on reprend la voiture et on remonte, c'est comme ça qu'on est arrivé à ma tante. Mais effectivement, tout ça avait été perdu. Ouais. Alors, c'est sûr que tu n'as pas connu, toi, la guerre d'Espagne. Par contre, tu as vécu un petit moment quand même assez fort avec 2 gendarmes qui rentrent dans un bar. Ah oui. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais on est en pleine dictature. Moi, je suis un petit Français. Pour moi, la dictature, je ne sais pas ce que c'est. Et la dictature, ce n'est pas théorique. C'est très concret. C'est la peur. C'est-à-dire qu'en fait... vous vous baladez dans la rue, et sans savoir ni pourquoi ni comment, ça vous tombe dessus, vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, et bien vous êtes pris par le système et vous pouvez être broyé, tué ou autre. Eh bien, ça, c'est une peur de l'État, une peur des autres. Et je me retrouve avec mon père, ça m'a marqué, dans un bar, avec un cousin, je commande un Fanta, c'est très sucré, hein, on n'avait pas ça à Lyon à l'époque, et dans le bar, et tout d'un coup, il y a un bruit dans les bars, vous n'imaginez pas en fait, ça hurle, et ça joue au domino, les capsules de bière par terre, enfin bon voilà, ça fume aussi, et puis tout d'un coup, le silence. Et effectivement, 2 gendarmes espagnols, on appelle ça des gardes civils, avec des tricornes, rentrent, se posent au pied du bar,
posent leurs armes, prennent commande un cognac, le silence continue à se faire et ils s'en vont. Mais pendant le moment où ils sont là, mon père me tient la main et il me serre la main. Et en fait, mon père, je me rends compte qu'il a peur de ces deux gendarmes curieux. Il a peur. Et en fait, mon cousin et tous les gens autour, ils ont peur. Parce que si ces deux gendarmes, ils décidaient de dire « toi, je te prends », c'était la fin. Ça, c'est la dictature. C'est très physique, c'est très ressenti, c'est pas du concept. Hein. C'est « waouh », cette peur de tous, quoi. Alors qu'ils n'avaient rien fait, ils étaient là, enfin, voilà, ces gens-là, dans le bar, ils faisaient rien de spécial. Et ça m'a marqué, parce que enfant, vous ressentez les émotions des autres, sans toujours bien comprendre pourquoi. Et là, j'ai ressenti cette émotion-là, elle m'a marqué, et j'ai commencé à comprendre ce que ça pouvait être la dictature, le totalitarisme, à partir de cette expérience espagnole, de mon enfance. Il n'y a plus d'état de droit, des choses qui nous semblent évidentes pour nous. Non, c'est fini, c'est l'arbitraire. La dictature, c'est pas l'ordre, c'est pas vrai. La dictature, c'est l'arbitraire. C'est la fin de l'état de droit. Et l'arbitraire, c'est ça peut vous tomber dessus à tout moment. Mais des gens, par exemple, qui étaient du mauvais côté pendant la guerre, si vous faisiez la moindre chose, parce que vous aviez réputation d'avoir été républicain, vous étiez en prison, vous étiez bastonné, privé de tout, sur un simple témoignage, une simple déclaration. Enfin, la post-guerre espagnole, par exemple, c'était horrible. C'était une chape de plomb, ça a fait rétrograder l'Espagne en matière culturelle, en matière des mœurs, en matière de développement économique, de façon terrible. L'Espagne était une honte pour l'Europe en termes de développement. Enfin, moi, franchement, quand vous allez en Espagne dans les années 60, c'était un pays sous-développé. On ne s'imagine pas aujourd'hui, parce que l'Espagne, c'est comme chez nous, quoi, quasiment. C'est les vacances, quoi. C'est vacances, voilà. On ne prend pas la mesure de ce que c'était, et c'est pas si loin que ça. Suite à ça, tu as grandi. Est-ce que tu es revenu sur les pas de ton papa depuis ? Alors, à la mort de mon père, avec la découverte de ce fameux carnet orange, j'ai fait des recherches et j'ai été aidé par l'association de la mémoire historique d'Alicante. Qui sont venus des copains qui m'ont dit « mais est-ce que tu veux aller là où ton père a combattu ?» Et j'y suis retourné avec les gamins dans la voiture et dans des tranchées au milieu de rien, ni une mitrailleuse de moitié, enfin on sait que c'est des mitrailleuses parce qu'ils s'expliquent, parce que sinon on ne peut pas vraiment découvrir, et à peu près à 100 mètres du lieu qui correspond au carnet de guerre en fait. Les autres endroits, j'ai été à Belchite, j'ai compris pourquoi d'ailleurs, bien plus tard, hein, parce qu'en fait il était tombé là-bas mon père, hein, aussi, donc dans le front d'Aragon, mais c'est surtout sur le front de l'Èbre que ça a été le plus fort, et le plus incroyable, c'est que ces amis-là m'ont proposé le lendemain de participer à une reconstitution historique. Bah voilà, ça rebondit à ma question, c'est parfait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance, on va dire, de pouvoir témoigner l'histoire via la reconstitution historique. Tu en fais partie. Moi, je propose via mes reportages d'en parler, c'est important, pour que les jeunes générations puissent aussi apprendre à connaître l'uniforme, comment ils combattaient, etc., qui ils étaient, pour ne jamais les oublier. Est-ce que ton histoire familiale a motivé ton souhait de te lancer dans la reconstitution ? Alors, je vais expliquer de façon, je crois, très simple. La reconstitution historique, c'est quelque chose qu'on fait jeune. Au départ, il y a la passion de l'histoire, il y a la passion de l'uniforme, la passion de se remettre en situation, il y a un petit côté scout. Bon. Moi, j'ai plus de 40 ans, et on me dit, Joël, tu vas mettre un uniforme, et tu vas aller combattre les franquistes en reconstitution historique. Je dis, attendez, vous foutez de moi quand même. Je ne vais pas faire pampan, tutu comme ça, quoi. Non, tu vas voir, c'est bien. C'est la façon qu'ont les Espagnols, se dit en passant, de commémorer. Parce qu'il n'y a pas de commémoration en Espagne, hein, tout ça, quasiment pas. Ça commence un peu, il y a quelques monuments du souvenir, mais très très peu. La reconstitution historique à l'espagnol, pour la guerre d'Espagne, c'est une façon de se rappeler de son histoire. Et je me retrouve dans une tranchée, avec un uniforme, avec un fusil, et puis en face, des gars qui nous attaquent. Alors, un combat, c'est particulier, en pleine chaleur, il faut imaginer. On jette des grenades, alors elles font boum, évidemment, c'est des grenades factices, ça fait pan-pan-pan dans tous les sens, tout ça est factice, mais
de savoir que mon père, lui, l'avait fait, je suis rentré complètement dans la reconstitution. J'ai projeté des choses, je ne sais pas. Ça a été très très intense, très très fort. Eh bien, Pierre, pour tout te dire, les 3 nuits qui ont suivi la reconstitution historique, j'ai quasiment pas dormi. Ça revenait en boucle dans ma tête, etc. Et donc après cette aventure-là, je me suis dit, il se passe quelque chose. C'est pas possible, il se passe quelque chose. J'y retourne l'année suivante. Alors sauf que l'année suivante, on ne me prêtait pas le matériel, il a fallu que je m'équipe. Ouais. Alors c'est encore une autre histoire. Donc je me suis équipé comme j'ai pu et je suis participé une deuxième fois à la reconstitution historique. Et puis en Espagne, mais d'ailleurs globalement les reconstituteurs, c'est un petit milieu, mais très chaleureux, très sympa. On sort la bière, le vin, le machin. Enfin, il y a tout un côté festif. Il y a le moment évidemment de reconstitution, mais il y a tout un côté festif. Puis c'est très rigoureux. Je m'étais acheté un équipement, maintenant ça Joël, ça va pas, le pantalon laisse tomber, le calot, mais qu'est-ce que tu as fait, c'est pas possible, etc. Bon, bref. Et puis, je suis rentré dans ce jeu-là, et depuis 10 ans, je fais de la reconstitution historique en Espagne. Je suis rentré dans une association de reconstituteurs espagnols, et je participais à la bataille de l'Èbre, avec mon fils d'ailleurs, avec ma femme qui est présente, qui quelquefois s'habille en milicienne, et on y est, et on s'est fait des amis. Alors là où on le fait, c'est dans un coin perdu de l'Espagne, hein, dans la frontière entre l'Aragon et la Catalogne, dans un endroit magnifique, en pleine nature, et c'est là où on fait la reconstitution de la bataille de l'Èbre. Il y en a d'autres, j'ai participé aussi à la reconstitution de la bataille de Madrid. Alors c'est un peu différent, là il faisait plus frais, c'était au mois de mars, hein, mais c'est très intense, et c'est par ce biais-là que je suis rentré dans l'univers de la reconstitution historique. Donc c'est vraiment par le biais de la famille en fait, hein, et pas du tout par un autre choix. Et c'est comme ça que je vais participer avec mon association Le Brigadiste, qu'on a créé il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, hein, à Sully-sur-Loire, à l'événement multihistorique, et qu'on fait d'autres occasions, d'autres événements. Voilà, c'est avec 3 nuits blanches quasiment, suite à ce premier événement que l'histoire a débuté, tardivement. Voilà, l'association recrute. Si vous voulez participer alors nous, c'est une association de reconstitution historique des volontaires français dans la guerre d'Espagne. C'est ce qu'on appelle les brigades internationales. Alors on essaie de se transplanter en Espagne. C'est compliqué parce que c'est un petit budget quand même. Et on essaie de faire des petits événements en France. Personne ne connaît cette histoire-là. Il faut dire que c'est une histoire très singulière. Mais les Français ont eu un rôle important, les volontaires français, dans l'armée républicaine espagnole. Il faut le savoir. Ils ont été de tous les combats. Et notamment le bataillon Commune de Paris, qui a fini complètement liquidé pendant la bataille de l'Èbre. Hein. Ils ont fait une opération de diversion. Ils ont quasiment tous été tués. Mais il faisait partie d'une brigade qui s'appelait la Marseillaise. Voilà. Et à peu près 5000 Français ont combattu, sont morts là-bas. Un tiers sont morts. L'autre 25% étaient blessés. Et de ces hommes qui ont combattu en Espagne dans les brigades internationales, il y en a plusieurs qui sont connus maintenant. Hein. Par exemple, celui qui a coordonné la résistance à Paris et l'insurrection en 1944 contre les Allemands à Paris, s'appelle Rolf Tanguy. Eh bien, c'était un officier du bataillon Commune de Paris. Il a fait la guerre d'Espagne, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, Henri Tanguy s'appelait Henri Tanguy, mais il a pris Rolf, le nom d'un de ses compagnons. Lorsqu'il a été reçu par le général de Gaulle, il n'avait pas d'uniforme, en fait. Hein. Il a enfilé une veste. C'est une veste d'officier de la guerre d'Espagne. C'est la seule chose qu'il avait. C'est sa fille, Claire Rolf Tanguy, qui me l'a raconté. On va avoir comme ça ceux des brigades internationales. On va les retrouver évidemment dans la résistance. Ils vont combattre, ils vont participer à tous ces épisodes-là. Et ils ont été héroïques. Et c'était aussi terrible pour eux. Et pour nous, pour l'association de brigadistes, on pense que c'est une partie de l'histoire qu'il faut reconstituer. Alors, c'est une association de reconstitution historique, c'est pas politique, je le précise, sinon c'est pas la reconstitution historique, c'est autre chose. Mais c'est aussi une histoire qu'il ne faut pas perdre et on pense que c'est important d'y participer. En plus, l'équipement est moins cher que dans d'autres. Hein. Si on fait du napoléonien, c'est pas la même chose. Ça, j'ai passé. Mais on cherche des volontaires, on cherche ceux qui voudraient être avec nous.
participer aux événements espagnols, faire des opérations, des campements privés en France, participer à des événements comme Sully-sur-Loire. Voilà, on cherche des volontaires pour l'association Le Brigadiste. Merci Pierre. Merci à toi Joël. Je pense que ton papa peut être fier de toi, de là où il nous regarde depuis là où il est. Dernière question que je voudrais te poser. Est-ce que tu aurais une bouteille à la mer à donner aux jeunes générations qui nous écoutent quand on voit le monde actuel? Quand on voit toutes tes activités que tu as pu faire en reconstitution, est-ce que tu aurais un message à transmettre aux jeunes qui nous écoutent sur l'importance de l'histoire, le devoir de mémoire via ton histoire? Deux choses. Jamais oublier d'où l'on vient pour savoir où on va. Je crois que c'est important parce que ça fabrique une identité collective et on peut espérer qu'on ne renouvelle pas les mêmes conneries que celles du passé. Et puis deuxièmement, ne pas prendre des mots pour des idées. Je pense que beaucoup de nos anciens se sont laissés embarquer par des slogans sans prendre la mesure de ce qu'ils faisaient. Je crois que c'est un peu l'enseignement de mon père. C'est un survivant. Ça a été un héros malgré lui. Il ne se serait jamais défini comme un héros. C'était d'abord un survivant. Je pense que c'est important de reconstituer tout ça parce qu'on prend la mesure de ce que ça pouvait être. Théoriquement, dans les livres, dans les cartes, on voit se déplacer des blocs, des groupes, je vais gagner ça, tu vas prendre cette ville, etc. Bon, d'accord. Il y a un côté jeu de stratégie. Quand on enfile un uniforme, quand on prend un fusil et qu'on voit le poids que c'est, le campement, ce que ça peut être, et quand on projette un tout petit peu sur ce que c'était que le combat, je pense que c'est important aussi parce qu'on prend la mesure de ce qu'ont vécu nos anciens, que ce soit les campagnes napoléoniennes, que ce soit la résistance en 40, que ce soit la Première Guerre mondiale avec Verdun, etc. Je crois que la reconstitution historique, elle rend concret, tangible, à la hauteur d'homme que nous sommes tous, ce que ce pouvait être. C'est pour ça que c'est important. Et je te rejoins, c'est un très beau message. En effet, la reconstitution permet d'être dans le concret. Même nous, on a tendance aujourd'hui à se plaindre de plein de choses. On a froid, on a trop chaud. Mais quand on vit le peu de temps déjà des reconstitueurs sur le terrain, avec le froid, la chaleur, on se dit « wow, c'est important », mais alors à l'époque, on n'imagine pas. Donc c'est important de les honorer, c'est ce que je fais à travers ma chaîne. Et des témoignages comme toi tu le fais aujourd'hui Joël, c'est pour moi primordial dans l'époque actuelle où l'histoire peut être parfois désintéressée dans les manuels d'histoire, etc. Et il est important de rehausser cette connaissance, ce savoir pour qu'il ne s'oublie jamais. Le devoir de mémoire est un axe très important et je pense qu'à travers l'histoire de ton papa, on est en plein dedans. C'était très important pour moi de venir à nouveau te voir pour parler de ton histoire, pour parler de l'histoire de ton papa, et je vous invite vraiment à lire ce livre, cet ouvrage qui va vraiment vous plonger dans cette période tragique. C'est vrai que on ne peut aussi pas tout connaître, mais déjà à travers son histoire, on en sait beaucoup. Donc merci beaucoup de m'avoir parler de ça. Merci beaucoup d'avoir accepté aussi de te livrer. C'est pas toujours évident de parler de soi, de parler de sa famille. Comme tu dis, il y a des secrets parfois. Mais peut-être que cette vidéo permettra au commun des mortels et peut-être à des familles espagnoles de se reconnecter avec une partie d'eux-mêmes. Et ça, c'est un très beau message et c'est grâce à toi. Merci aux capsules de l'histoire. Merci Joël. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres interviews, d'autres moments sur notre chaîne. Merci encore à toi Joël pour ton amitié, pour ta passion pour l'histoire et tout ce que tu as transmis. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Lucha
luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela.